Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui vous parle, qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre. On se retrouve pour la suite d'un double épisode sur Tales of Symphonia, toujours en compagnie de Greg. Salut Greg. Salut. Donc il y a 2 semaines, j'espère que ça va bien d'ailleurs depuis 2 semaines. Ah écoute, il s'est passé vraiment plein de trucs, mais bon, on va pas embêter les auditeurs avec ça. Non, évidemment. Il y a 2 semaines, on a parlé un petit peu de Tales of Symphonia, donc sorti en 2004 sous nos contrées sur GameCube, édité par Namco, et qui avait mis un petit coup de pied dans la fourmilière du genre JRPG à l'époque pour nous, avec son système de combat en temps réel, et on avait parlé un petit peu de l'histoire que racontait ce jeu, avec voilà, cette histoire de discrimination envers les demi-elfes, envers les humains, le Cruxis, la mythologie nordique, Yggdrasil, c'est le grand méchant et en même temps c'est le héros de la légende, blablabla. C'est mieux si vous réécoutez l'épisode ou si vous l'avez écouté il y a pas longtemps, évidemment. Donc jusque là on a parlé un peu en surface de ce que raconte le jeu, mais j'y ai rejoué il y a pas très longtemps. Parce que c'est un jeu dont j'ai du mal à me lasser, donc j'ai beaucoup de parties de Tales of Symphonia à mon actif sous différentes formes. Ouais. Et en y réfléchissant, je me suis rendu compte que les Tales of, c'est des jeux qui vont vraiment chercher à explorer un thème en particulier et à l'explorer sous plein de facettes différentes. Pour vraiment en extraire un questionnement très riche et très foisonnant. Je vais te donner un exemple avant de parler plus en détail de Tales of Symphonia. Je crois que tu as joué à Tales of Vesperia aussi. Oui. Qui reste numéro 1 dans mon cœur. Hein. C'est un jeu incroyable, jouez-y. Eh bien, Tales of Vesperia, pour moi, c'est un jeu qui a comme thème central la question de la justice. Qu'est-ce que c'est rendre justice ? Qui a le droit de rendre justice ou pas ? À qui est-ce qu'on rend justice quand on rend justice ? Cette question-là, elle est explorée sous plein d'aspects à travers l'histoire principale, mais aussi les relations entre les personnages, leurs agissements dans le dos ou pas les uns des autres. C'est vraiment le thème central, et c'est ça qui va guider toute la narration et tout le scénario jusqu'à vraiment la confrontation finale dans le jeu. Bah, c'est vrai que dans tous les Tales of, t'as des thématiques sous-jacentes qui sont le rapport avec l'autorité. C'est-à-dire, on part très souvent d'une situation où tu as une faction ou une nation qui domine et qui en profite pour oppresser les gens. Alors, parfois, c'est une oppression vis-à-vis d'une religion, ça peut être une oppression par rapport à une race. Et après, c'est la relation du héros, souvent, avec cette oppression, parce qu'il y a toujours des membres de sa famille qui en font partie ou qui l'ont embrassé. Et après, il y a toujours les questions de loyauté, donc envers ses amis, envers sa famille, envers sa patrie, versus, comme tu dis, faire ce qui est juste, quoi. Et d'un épisode à l'autre, en fait, ils ajustent un peu le curseur, mais c'est vrai que c'est des thématiques omniprésentes. Ouais, il y a d'autres exemples. Bon, après, je pourrais faire toute une série là-dessus, hein, mais Tales of the Abyss, je sais pas si tu as joué à celui-là parce qu'il était sorti sur PS2, mais il était ressorti sur 3DS. Pas celui-là. C'est pareil, il a un thème très fort qu'il explore
qu'il explore très en détail. Et Tales of Arise, j'en avais déjà parlé dans un autre épisode, mais pour moi, c'est un jeu qui parle de solitude. Pas forcément de manière subtile, mais qui en parle vraiment très en détail. Ouais, puis bah, Ouais, t'as vas-y. Berseria où t'as le personnage principal qui commence pour le coup qui subit une trahison et qui en plus en est transformé à jamais et qui Et qui veut se venger. voilà, là c'est la vengeance, sachant que Ouais. le personnage a quand même subi une injustice profonde. Dans Tale of Graces, finalement pendant une bonne partie de l'histoire principale, c'est un peu les relations entre deux frères qui ont juste des vues dramatiquement opposées sur la vie, sur ce qu'il faut faire dans un cas donné, etc. Et qui finissent après Mhm. par se retrouver. Donc, bon, c'est toujours sympa. En fait, tous les Tales te placent face à des dilemmes moraux, te font un peu reconsidérer ce qui est bien, ce qui est mal. Et effectivement, si on veut aller un peu vers les alignements Donjons et Dragons, il n'y a pas que l'axe bien-mal, il y a aussi l'axe ordre-chaos qu'il faut prendre en compte, quoi. Oui, c'est une bonne remarque. Et donc, voilà, j'ai beaucoup réfléchi à quel était le thème central qui motivait la narration dans Tales of Symphonia, parce que il y a plusieurs thèmes qui s'entrechoquent. Il y a la question de la religion, il y a la question de la discrimination, par rapport à ça, même si c'est traité via des créatures fantastiques dans un jeu vidéo japonais, il y a la question du racisme qui apparaît aussi. Euh, mais je pense que c'est quelque chose de plus profond qui est le thème central. Si tu devais, un peu comme on l'a vu pour les autres jeux, si tu devais toi définir un thème central pour Tales of Symphonia, ce serait quoi? Waouh! Ça fait longtemps. Alors, s'il faut prendre du recul comme ça, euh, moi, ce serait plus sur peut-être la loyauté. Parce qu'on voit que Lloyd, en fait, il est obligé d'un peu de tout abandonner finalement pour sauver Colette, y compris un peu ruiner son village. Après, il vit en exilé. Après, il doit affronter d'autres personnes qui viennent d'un autre monde et qui lui expliquent que ce qu'il fait finalement risque de détruire leur monde à eux. Donc voilà, c'est un peu le parcours initiatique du héros qui doit se questionner sur ses agissements, quoi. Oui, oui, et puis en plus, ce qui est vachement intéressant avec le personnage de Lloyd, c'est que c'est un personnage qui a très peu d'hésitation sur ce qu'il a à faire, mais qui écoute ce qu'on lui dit. Et qui se dit, bah, s'il faut sacrifier des innocents, je suis pas d'accord avec le plan. Donc on va trouver un plan qui marche et où il y a personne qui meurt sans raison. Et ça, c'est vraiment, c'est un truc qui devient de plus en plus fort au fur et à mesure que l'histoire avance. D'ailleurs, il y a un moment où Lloyd est désespéré parce qu'il a l'impression d'avoir sacrifié tous ses amis pour avancer. Et on voit le poids psychologique que ça a sur lui à ce moment-là, de se dire j'avais promis que je sauverais tout le monde et je suis en train de tout foutre en l'air parce que je sais plus comment avancer. D'autant qu'en plus, l'ex-sphère dont il dispose, donc ce qui lui donne ses pouvoirs, provient du sacrifice aussi de sa mère. Donc, Ouais. Donc ça c'est pareil, c'est un truc qu'il a du mal à digérer. Bon, un truc que moi j'avais trouvé un peu con, c'est que après avoir découvert que Kratos était en fait un des compagnons originels de Mythos dans le récit de la guerre antique, on découvre que voilà, Kratos, il avait voulu arrêter les conneries avec les fachos et se faire sa petite vie tranquille avec une femme dont il était tombé amoureux, et que Lloyd, c'est son fils. oui. Ah, Euh, bah, là aussi, hein, c'est vraiment le très classique dans tous les animés. Tu prends tous les, ouais, tous les mangas, finalement, où tu apprends que le père, initialement inconnu du héros, c'est un personnage que tu connais finalement, toi, en tant que lecteur ou en tant que joueur. ouais, bah c'est Luke Skywalker, hein, on peut le dire. Un petit peu de ça, ouais.
Mais tu vois, dans un jeu qui arrive à subvertir la notion du personnage élu qui doit sauver le monde via la prophétie, je trouve ça un peu con de se prendre les pieds dans le tapis comme ça en faisant du Luke Skywalker derrière. Bah, moi, ce qui me gêne aussi dans ce système-là, là, c'est plus d'un côté logique. C'est la puissance vraiment très variable de Kratos. Quand tu l'as au début, bon, il est pas mal, mais il est pas non plus foufou. Après, quand te rends compte de sa trahison, il devient monstrueux. Après, si tu parviens à le récupérer, il est redevenu pas mal. Voilà quoi. Donc, Ouais, bah ça, c'est la tension entre la narration et le gameplay. Ouais. C'est difficile à équilibrer. Dans un premier temps, c'est facile de se dire qu'il retient ses coups parce qu'il veut pas attirer l'attention sur lui. Mm, mm. Mais quand on le récupère à la fin, la justification dans le jeu, c'est que le reste du groupe est devenu aussi fort que lui. Et donc, il ne paraît pas aussi impressionnant que le reste une fois qu'on le réintègre. Mais ça reste un truc un petit peu artificiel qui est pas impossible, mais difficile à gommer dans un jeu vidéo comme ça. Bah, c'est un petit peu comme dans les Final Fantasy, quand tu passes 3/4 d'heure à buter des invocations, etc. Tu te dis, waouh, franchement, une fois qu'elles vont être avec moi, je vais tout déglinguer. Puis une fois que tu les invoques de ton côté, ça fait pas le 10e des dégâts qu'elles te mettaient dans la tronche, quoi. Donc, Oui, et ça t'empêche pas de te faire arrêter par de simples gardes dans la cinématique suivante quand tu vas dans la ville du méchant. exactement. Et tu dis, ouais, quand même. C'est un peu frustrant. Bah écoute, de toute façon, c'est pareil que les quêtes, hein. Je veux dire, globalement, tu as toujours ces moments où on te dit, bah là, si tu rates ta mission, il y a deux mondes qui vont se scinder définitivement et qui vont perdre leur mana, les gens vont mourir. Ok. Et en quête secondaire, est-ce que tu pourrais aller me chercher 3 myrtilles, s'il te plaît, parce que j'ai une tarte à mettre au four. Donc, il faut, Oui, ça, bon, ça c'est... il faut accepter ce côté de la, Oui, de la plupart des jeux de rôle. oui, ça, si on l'accepte pas, on se retrouve dans des situations compliquées, hein, quand, par exemple, Lloyd se fait qualifier de pacifiste par un vieux sage dans un village, alors que tu as derrière toi le sillage de bandits morts que tu as laissé sur le chemin. Ah, je sais pas s'ils meurent, parce que quand tu les frappes, quand tu leur donnes le coup fatal, il y a un petit pof, et puis ils disparaissent, ou ils tombent. Tu vois, peut-être qu'ils sont juste assommés, on sait pas. Ouais, bon, on sait pas. C'est pas clair. Voilà. C'est pas clair. Mais bon, après, je leur en veux pas trop parce que Kratos, c'est quand même le personnage le plus classe du jeu, hein, puisque au moment où on apprend que donc le cristal magique de Lloyd, là, la X-Sphère, en fait, c'est issu de la souffrance de sa mère, et c'est pour ça que les Désians torturent les humains, hein, c'est parce qu'en souffrant, leur essence vitale passe dans l'X-Sphère, ce qui la rend plus puissante pour débloquer des capacités cachées. Et là, le commandant Désian se fait tuer par Kratos avec une scène mythique maintenant, la fameuse Feel the pain of those inferior beings as you burn in hell. Je mettrai un lien vers ce dialogue d'anthologie. Et très bien joué par le voice actor sur ce moment-là. On y croit, hein, on y croit que Kratos est vraiment furieux au moment où il inflige le coup fatal. Mais pour le coup, là, je vais me permettre de reprendre ton parallèle avec Luke Skywalker, et là, qui est du coup particulièrement justifié, parce que du coup, c'est de voir les actions de son fils qui lui fait lui-même reprendre un peu Oui, c'est vrai. contact avec ses valeurs, quoi. Il se dit, bah merde, j'ai un peu oublié mes idéaux. Alors ok, l'autre c'est mon pote, mais il est quand même parti un peu en sucette et je l'ai laissé faire, quoi. Ouais. Ben, ça va me permettre d'explorer un petit peu ce que j'ai fini par voir émerger dans mes profondes méditations vis-à-vis de ce jeu. Et je pense qu'en fait, le fait que ce soit Lloyd qui arrive à sauver tout le monde à la fin, c'est pas par hasard, et j'espère que tu vas me suivre dans mon raisonnement. Je pense que Tales of Symphonia, et c'est super intéressant, et je pense que c'est pour ça que son histoire prend tellement aux tripes, c'est parce que ça parle d'un truc qui est pas souvent exploré, je trouve, dans le jeu vidéo. On va plus souvent en entendre parler dans la littérature, dans le cinéma, dans les séries, mais dans le jeu vidéo, c'est pas forcément quelque chose de facile à mettre en valeur. Pour moi, c'est un jeu qui va parler de honte. Je pense que le thème central de Tales of Symphonia, c'est la honte et
qu'est-ce que ça nous fait faire quand on a honte de ce qu'on est ou de ce qu'on a fait. Et, je réfléchis en même temps. Je vais Développe. Je vais développer en m'appuyant sur un moment très particulier dans l'avant-dernier donjon, dans la ville des anges, où tout le monde a été capturé et il faut battre des boss, c'est des robots géants, on s'en fout. Il y a à chaque fois une paire de personnages qui est tourmentée par par une image de quelqu'un ou quelque chose qui lui tient à cœur et qui se moque de ce qu'il a fait. Par exemple, Génis et Rain, on apprend dans le jeu qu'en fait c'est pas du tout des elfes mais des demi-elfes, et histoire de pas subir la discrimination, ils ont décidé de cacher leur identité, et on les voit dans cette scène-là se faire dire par le fantôme de leur mère que ce ne sont que des demi-elfes minables qui ne méritent même pas qu'on leur crache dessus, et on voit que ça les tourmente, et que à cause de ce système de discrimination extrêmement puissant, puisqu'en fait ils viennent de Tefeala, où les demi-elfes ne sont pas des désiants ultra-dominateurs, mais une catégorie de sous-citoyens largement exploités. C'est ça. Ils ont honte de leur propre existence, et c'est Lloyd qui va venir à chaque fois les sauver. Donc on a Génis et Rain qui ont honte d'être des demi-elfes. On a Régal qui a très clairement honte d'avoir tué la femme qu'il aime, même si on apprend plus tard que les circonstances dans lesquelles il l'a tuée, il n'avait pas exactement le choix, puisque de toute façon, même sans son intervention, elle serait morte. On a Kratos qui très clairement a honte d'avoir laissé la situation pourrir comme ça, en laissant les pleins pouvoirs à Mythos au lieu d'essayer d'arranger les choses. On a même le personnage de Zélos, qui est vu comme ça, comme très frivole, qui prend pas les choses au sérieux, mais qui en fait est écrasé par l'idée d'être un élu dans un monde qui a pas besoin d'être régénéré, et qui supporte pas cette idée-là. Oui, ils se sont clairement inutiles, quoi. Et je pense qu'on peut voir ça comme l'idée qu'il a honte d'avoir un titre qui correspond à un rôle qui n'a pas besoin d'être rempli. Sheena, c'est une invocatrice, mais elle a été elle a mis le chef de son village dans le coma en ratant une invocation, et depuis elle a une peur panique de cet esprit élémentaire qu'il va falloir pourtant invoquer à un moment, et donc c'est un moment très dur pour Sheena, et donc elle vit initialement dans la honte d'avoir échoué à invoquer cet esprit élémentaire. Presea, au début, elle a pas d'émotion, on comprend pas bien ce qui se passe, et puis on finit par comprendre qu'en fait elle a une ex-sphère spéciale qui supprime sa personnalité, et quand elle récupère sa personnalité, elle est dévastée de voir que elle avait accepté pour ce qu'elle pensait être un petit boulot de laisser sa sœur servir de rat de laboratoire et se faire tuer par Régal, mais aussi de plus s'occuper de son père qui a fini par mourir, et elle a même pas pris le temps d'enterrer le cadavre de son père parce que elle avait plus vraiment le contrôle d'elle-même. Est-ce que je les ai tous faits là? Il me semble. Ouais. Il y a Colette que j'ai pas fait. Ouais. Oui, mais justement, Lloyd, c'est intéressant, tu vois. Et Colette, c'est pareil, elle a extrêmement honte de ne pas avoir réussi à régénérer le monde, et d'être une charge pour son groupe, parce qu'elle le vit comme ça, de voir son corps se détériorer sous l'effet de son ex-sphère, son cristal du Cruxis. Elle aime pas ça, et elle essaie de cacher les symptômes, elle essaie de cacher le fait qu'elle ressent plus le chaud et le froid, qu'elle n'arrive plus à dormir, et c'est quand elle n'arrive plus à parler qu'elle peut plus cacher les trucs. Mais même après ça, quand son corps se transforme en cristal, elle essaye de le cacher parce qu'elle veut pas qu'on voit que ça merde de nouveau à cause du fait que c'est l'élu. Et même Mythos, en fait, pour moi,
Il a eu tellement honte à force de discrimination en tant que demi-elfe pendant la guerre antique que que son idée, enfin pour lui, sa sœur, elle est morte parce que c'était une demi-elfe et qu'il n'a pas su la protéger et il veut réparer ça et il veut réparer ça parce qu'il veut plus avoir honte de qui il est. Il veut devenir quelqu'un dont il pourrait être fier. Et il n'y arrive pas parce qu'il reste obsédé par la mort de sa sœur. Et donc tout ça, c'est une façade. Mais à la toute fin du jeu, c'est pas Yggdrasil, l'ange froid, calculateur et machiavélique qu'on affronte. C'est Mythos, le petit garçon qui a les larmes aux yeux parce que sa grande sœur se réveillera pas. Et la raison pour laquelle Lloyd est celui qui arrive à dénouer tout ça, c'est parce que Lloyd, certes, il a honte d'avoir fait raser son village natal en faisant une connerie avec les Désians près de son village, mais il se laisse pas dicter son attitude par la honte. Ouais, c'est ça. Il se laisse pas dominer par son sentiment de honte. Là où les autres se laissent dominer. C'est ce que j'allais dire. Lui, il garde le cap. En fait, ses valeurs et son abnégation surpassent ce côté honteux, ce qui lui permet d'aller jusqu'au bout de ses objectifs. Et de pas se perdre en route. Et de pas se perdre en route. Et c'est pour ça qu'il arrive à garder le cap. Donc, il m'a fallu du temps pour m'en rendre compte parce qu'au début, j'avais une lecture plus superficielle en me disant juste, voilà, la discrimination, c'est pas bien et les amis, c'est cool. Mais je pense que le jeu, il a beaucoup plus à offrir dans sa narration et dans ses thèmes que cette lecture superficielle qu'on peut en faire. Et ce qui est rigolo, c'est que ça aborde quand même des thématiques très matures et très variées, et le tout quand même dans des graphismes très mignons, tu vois. Oui, c'est vrai que c'est très coloré, très choupi. Très coloré. T'affrontes des poules, t'affrontes des crabes, des poissons, des soldats tout propres. Et tu vois, pour autant, ça te parle de ressentiment, de honte, de tout ce que tu veux. Et comme quoi, quand le scénar est bien, tu peux tout faire passer. Oui, absolument. Le seul truc que le jeu n'arrive pas à faire, mais bon, ça, il y a très peu de jeux qui y arrivent, c'est de faire ressortir ses thèmes et les enjeux de son univers dans son gameplay. Mais ça, c'est vraiment un truc. Il y a peu de jeux qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, justement, sur cet aspect-là. Donc, je lui en veux pas. Mais en fait, ça, c'est un truc. Avec d'autres jeux, j'arrive pas à avoir un degré de lecture comme ça, tu vois. C'est surtout avec les Tales of que j'arrive à trouver un thème ultra fort qui va tenir la narration, jusqu'au bout. Bah, tu sens que globalement, les scénaristes, ils savent ce qu'ils font. Hein. Avec des trames, avec souvent des éléments pourtant déjà connus, voire relativement convenus. Ils arrivent toujours à un moment à te retourner et à te dire purée, ah ouais, ça je l'avais pas vu venir, et ça, ok, je l'avais pas envisagé comme ça. Donc il y a quand même, on peut leur reprocher plein de choses. Et puis il y a des gens qui aiment pas les Tales of, mais en tout cas c'est quand même en termes de trame, c'est vachement bien foutu, quoi. Oui, et puis c'est ça qui t'emmène aussi, parce que le gameplay il est rigolo, mais à un moment il peut devenir un peu répétitif. Cela dit, l'histoire, elle, moi je me rappelle avoir été à des moments debout aux petites heures du matin, à pas pouvoir lâcher la manette parce que je voulais savoir ce qui allait se passer, quoi. Bah, nous, c'était pareil, mais c'était, tu vois, quand la journée de boulot s'arrêtait, bah, c'était soit, alors on travaillait en shift, donc on travaillait soit, je vais peut-être te dire des bêtises, mais je crois que c'était de 6 heures du matin à 14 heures ou de 14 heures à 22 heures. Et c'est vrai que bah, il fallait accepter de dire, bah voilà, maintenant vous posez les manettes, et puis allez, on reprendra demain. Et puis après, tu te faisais tu sais, dans la tête ta petite réflexion aussi. On dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je pourrais faire? C'est pas mal. Franchement, c'est aussi une bonne expérience de jouer comme ça avec des horaires imposés. Et surtout, là, par contre, tu peux pas dépasser. Donc, Ah oui. tu Oui, parce que peux pas avoir ton rab.
Non, tu peux pas avoir ton rab. Alors que bon, moi j'étais au lycée, ça prêtait pas beaucoup à conséquence, hein. J'ai eu mon bac, ça a été. Ouais. Et ouais, je sais qu'on reproche facilement aux télésoft d'avoir des histoires un peu cucu avec des personnages clichés, mais mais je suis pas d'accord, quoi. Je trouve que à chaque fois, enfin, après, il y a un peu des loupés, hein. Par exemple, j'ai fini par jeter un œil en promotion à Tales of Zestiria, dont je savais qu'il n'avait pas une réputation incroyable. Ouais. Et bon, c'est vrai que c'était confus, quoi. Aussi bien le gameplay que l'histoire, tu savais pas trop où ils voulaient en venir. Ouais, mais même les épisodes plus ratés, ils arrivent toujours, au niveau des personnages, ils arrivent toujours à faire des gens, comme tu disais tout à l'heure, attachants. C'est vraiment ça, c'est Ouais. ils ont chacun leur petite particularité qui fait que tu as envie de les suivre, tu as envie de savoir ce qui va leur arriver. Et puis, il y a toujours aussi ils alternent les moments un peu dramatiques et puis les moments un peu plus légers avec l'humour, parfois un peu concon, tout ça, qui vient un peu relâcher la tension pour te permettre de, Ouais. de t'endormir un peu après, quoi. Oui, oui, d'ailleurs, souvent quand t'as un personnage un petit peu rigolo comme ça, t'as des choses vachement lourdes qui sont derrière. Par exemple, le personnage de Zelos qui est souvent le personnage qui va initier ou être l'objet des moments les plus humoristiques. Bah, en fait, on rit à ses dépens, mais les raisons pour lesquelles il est comme ça, elles sont vraiment pas marrantes, quoi. C'est ça. Euh, et, euh, et, et ça, tu le retrouves aussi dans Tales of Vesperia avec comment il s'appelle, Nicole, je crois, le petit jeune qui arrête pas de changer de guilde. Et en fait, certes, c'est un peu un Naruto en carton, mais le groupe dans lequel il est, avec les autres personnages que tu joues, c'est un peu le groupe de la dernière chance parce qu'il s'est fait jeter de partout et il a à peine 12 ans, quoi. Ouais, bah, et puis même les outsiders, moi, un de ceux qui m'a marqué à ce niveau-là, c'est Berseria. Avec toute la clique, finalement, moi, c'est presque le personnage principal que j'aime le moins. Parce que vraiment, le côté, voilà, C'est un peu Terminator, ouais, ouais. c'est ça, je veux me venger. Et en plus, je peux me transformer en démon, donc je peux défoncer tout le monde. Donc, c'est pas forcément. Ouais, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Cela dit, c'est plutôt bien amené dans la narration parce que il y a des moments où on voit elle se perd dans son obsession de vengeance et venant d'un protagoniste dans un jeu comme ça, c'est pas un truc qu'on avait l'habitude de voir non plus. Mais je suis d'accord que les différents personnages qui l'entourent, ils sont aussi attachants à leur manière et qu'ils ont Ils sont excellents. Ouais, ils ont vraiment des trucs très chouettes, chacun à leur manière, quoi. et puis dans celui-là, en plus, avec le thème un peu sous-jacent, enfin, thème, on va dire l'habillage un peu piraterie qu'il y a derrière, ça fait vraiment un petit peu côté One Piece avec des personnages avec des personnalités très, très, très différentes qui, Oui, c'est vrai qu'il y a une influence One Piece. ouais, qui sont pas censés pouvoir se saquer finalement, et puis et qui d'ailleurs assez souvent se prennent le chou, et puis mais dans les moments durs, ils sont toujours là, etc. Enfin, Ouais, c'est ouais, c'est vrai. c'est rigolo. Et c'est vrai on a on a envie de voyager avec ces personnages. Et ça, c'est aussi une des grandes réussites. Je pense que c'est un des trucs Carrément. qui fait que les jeux ils fonctionnent. C'est que à la fois, bon, c'est le cas dans beaucoup de JRPG, mais on a ce sentiment d'avoir un monde vivant dans lequel, enfin, qu'on explore et pas juste un plateau de jeu. Ça, c'est aussi une des forces de ces jeux-là, hein, d'avoir ce sentiment d'être dans un monde. Et on a des personnages auxquels on finit vraiment par s'attacher et on est motivé par l'envie de voir ce qui va leur arriver. Et comme on les contrôle, on a un investissement émotionnel qui est associé. Et ce qui est fou, c'est que en racontant des histoires qui se ressemblent beaucoup, le fait que les angles soient différents à chaque fois, et ben ça fait que les Tales of,
même si on sait que le dernier donjon, ce sera soit un vaisseau spatial, soit un espace interdimensionnel chelou, c'est pas grave, c'est pas ça qui est important. C'est le voyage qui nous a emmenés là qui fait qu'on a envie d'y aller et que c'est cool, quoi. C'est ça. Comme dirait le dicton, le but d'un voyage, ce n'est pas la destination, c'est le chemin. Eh oui. Ah là, quelle Et donc, philosophie. bah oui. Bah oui, et alors bon, c'est pas le cas pour Tales of Symphonia parce qu'il date un petit peu d'avant ça, mais les Tales of plus récents, on peut, si les combats vous font peur, vous pouvez mettre ça en mode facile pour rouler sur les combats et juste profiter de l'histoire. C'est vraiment pas un problème. Le jeu va pas vous faire sentir honteux justement de mettre un mode de jeu plus facile, et moi je recommande d'explorer ces histoires-là, de partir à la rencontre de ces personnages pour vraiment pour comprendre en fait ce qui fait l'attrait de ces jeux et ce qui fait leur attrait par rapport à d'autres grandes séries de JRPG. Pourquoi jouer à un Tales of plutôt que jouer à un Final Fantasy? Pour moi, c'est parce que les Final Fantasy, même avec des scénarios de très grande qualité ou des points de départ en tout cas très réussis comme FF7 qui est encore d'actualité alors que le jeu est sorti il y a 25 ans, dans les Final Fantasy, il n'y a pas ce thème central qui va tout tenir aussi fermement, je trouve. Ouais, je suis plutôt d'accord. Et puis, du coup, ça aide à moins se sentir perdu parce que ce qu'on peut souvent reprocher dans les jeux comme ça, vastes, où tu as une centaine d'heures à passer en compagnie des héros, c'est que parfois la quête principale, elle est tellement diluée, entre guillemets, dans d'autres enjeux que finalement tu fais ça un peu par défaut. Là, malgré tout, je trouve, en tout cas dans tous ceux auxquels j'ai joué jusqu'à maintenant, il y a toujours un petit truc où tu as envie de savoir ce qui va se passer parce que tu vas en avoir pour ton argent, quoi. Ouais, complètement. Bon bah écoute Greg, je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce qu'on avait à dire sur ce Tales of Symphonia. Ouais, bah, ou alors on peut faire un 12e épisode, mais c'est vrai que les gens vont finir par se lasser. On va faire un let's play commenté sur Twitch, voilà. On va faire 30 minutes sur la musique. Alors, le 3e mouvement de la 2e musique. Alors, bon, on va, pour les gens qui connaissent, on va se contenter de dire que la musique c'est Motoi Sakuraba. Et je pense que ce sera suffisant comme commentaire final. Et puis sinon, on pourra faire un épisode entier sur Motoi Sakuraba, je pense. Ouais. Et ses arpèges. C'est ça. Eh ben, écoute, merci beaucoup Greg de m'avoir accompagné sur ces 2 épisodes de Hot Takes et Slow Burn. Ben, je t'en prie, ce fut un plaisir. Donc on te retrouve une fois par mois dans Agatha Christie, où vous parlez d'un roman de Agatha Christie dans l'ordre de publication. Ou comme dans tous les Tales of, avec des ingrédients connus à l'avance, elle arrive toujours à nous concocter un mystère et des surprises, et on a toujours envie de savoir la suite. Eh oui. Très bien. Eh ben, vous trouverez les liens dans la description. Je vous rappelle que Hot Takes et Slow Burn est un podcast studio Carton C. N'hésitez pas à aller écouter Pragmastic, le podcast qui vous parle d'expérience de jeu. Merci à Paul pour le montage, merci à Vincent pour la voix off au début de chaque épisode, merci à Simon pour la musique du générique. Vous retrouverez parmi tous les liens le lien vers la chaîne YouTube de Simon. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux du démon, Twitter et Instagram, @takesburn. Envoyez-nous un email à hottakes.slowburn@gmail.com. Retrouvez-nous sur Discord. Le lien du Discord sera aussi dans la description de l'épisode. Mettez-nous 5 étoiles sur votre service de podcast préféré avec un commentaire. Le commentaire peut être insultant si ça vous fait plaisir. Ce qui compte, c'est que il y ait 5 étoiles. Et puis, on se retrouve très bientôt. D'ici là, je suis toujours Mythlamite et continuez d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo et en n'ayant pas honte. Allez, salut tout le monde. Salut.